Bonjour, je suis Olivier Cholin, consultant spécialisé en transformation de la relation client. La formation que je vais vous dispenser s'inscrit dans un programme qui s'intitule « Comment réaligner son organisation vers ses clientèles ». Ce programme se décompose en 3 étapes distinctes. Le diagnostic, ayant pour objet l'identification des opportunités et la définition des stratégies de transformation. Puis la conception des solutions et l'organisation réinventée. Et enfin, la planification de la transition et de la mise en opération. La formation d'aujourd'hui porte sur le diagnostic. En effet, il s'agit de vous proposer une approche qui vous permettra de compléter votre compréhension des besoins de vos clientèles, de bonifier votre offre de service en fonction des constats recensés et d'identifier les changements nécessaires dans l'organisation afin de soutenir la transformation, d'améliorer l'expérience client et parfois d'identifier des éléments d'innovation vous permettant de vous démarquer. Pourquoi réaligner l'organisation vers ses clientèles ? Cet exercice peut s'avérer nécessaire et souvent essentiel pour la survie de l'entreprise. Nous constatons que l'environnement est en pleine mutation. D'une part, les clientèles, qui jadis avaient tendance à être fidèles aux organisations avec lesquelles elles étaient en relation, deviennent de plus en plus volatiles. En effet, elles sont à l'affût de toute nouveauté, recherchent une expérience client de grande qualité, à la fois en termes d'accessibilité, de délai de service, de traitement au premier contact, et elles sont de plus en plus sensibles à toute baisse de prix. Tous ces facteurs occasionnent une pression sur l'innovation, une exigence accrue en matière de prestation de services, mais également une nécessité de réduire les coûts de revient. À cet égard, l'efficience, qui se définit par le rapport entre les biens et produits et services livrés et les ressources utilisées, devient un facteur clé de succès. D'autre part, toutes les organisations qui contribuent à livrer les produits et services à un client sur son parcours sont elles-mêmes en mutation, en perpétuelle adaptation. Ainsi, la pertinence de cet écosystème d'affaires face aux clients est susceptible d'être variable et fluctuant. Comprendre les parcours clients et gérer l'offre de services intégrée devient alors essentiel afin de maintenir la cohésion des écosystèmes d'affaires. Pour finir, le niveau d'apport des technologies n'a généralement pas été à la hauteur des attentes ces dernières années. Peut-être parce qu'elles ont permis, il y a une trentaine d'années, de mécaniser un certain nombre de processus déjà existants, mais qu'elles ne peuvent à elles seules transformer une organisation qui souhaite renouveler son approche client et mieux collaborer avec ses partenaires. L'avènement des technologies web constitue en soi une opportunité fantastique de modernisation, mais elle s'avère peu efficace sans une transformation profonde des organisations et de leur façon de faire. Ainsi, le besoin de concevoir des modèles d'affaires innovants s'impose, et l'introduction des nouvelles technologies dans ce cadre prend tout son sens. Quel aspect de l'approche que nous vous proposons peut-il faire la différence et constituer une source d'innovation dans la conception du nouveau modèle d'affaires de l'organisation ? Il s'agit en fait de revisiter notre compréhension des besoins des clientèles en changeant de perspective. Le réflexe le plus répandu consiste à rechercher l'amélioration de la satisfaction des clientèles dans le cadre des interactions que celles-ci entretiennent avec l'organisation, et non tout au long du parcours qu'elles empruntent afin de satisfaire leurs propres besoins. Le changement de perspective consiste à se positionner à la place du client. Dans ce cas, ses besoins et attentes à chaque étape de son parcours peuvent être étudiés, et ce, quelle que soit l'organisation avec qui il fait affaire. Prenons l'exemple d'un individu qui cherche à acquérir une propriété. Si je suis un courtier immobilier et que j'analyse exclusivement les besoins du client de mon point de vue, la portée des besoins analysés se limitera à la recherche d'une propriété et d'un lieu de résidence, de même qu'à la signature d'une promesse d'achat. Par contre, si j'analyse la situation du point de vue du client, je pourrai observer que l'achat de la propriété nécessite également la recherche d'un financement, la souscription d'une assurance, le mandat d'un arpenteur géomètre pour les besoins de la production d'un certificat de localisation, l'appel à un notaire pour les besoins de l'officialisation et, dans certains cas,
le recours à un professionnel pour les besoins de l'inspection technique de la propriété. Ainsi, l'analyse de ce parcours nous permet de mettre en évidence, premièrement, la complexité qu'il représente pour un client qui fait ce genre de transaction une fois tous les 15 ans, et d'autre part, d'identifier également les opportunités portant sur la bonification de l'offre d'accompagnement. Qui n'a pas rêvé, lorsqu'il acquiert une propriété, être pris par la main par un professionnel tout au long de la transaction et de la recherche? Le changement de perspective est donc essentiel afin de recenser les besoins des clientèles. Mais il permet également de reconstituer l'écosystème d'affaires composé de l'ensemble des organisations mobilisées afin de les desservir. Le principe consiste, en partant du client, d'identifier les contributeurs qui interagissent directement, puis de recenser les contributeurs en soutien, tout en positionnant notre organisation. À cet égard, il est possible que cette dernière intervienne à différents niveaux simultanément. Ce type d'analyse est d'autant plus pertinente pour des entreprises qui s'appuient sur un réseau de partenaires, tels des entreprises manufacturières s'appuyant sur un réseau de distributeurs, de détaillants, d'agents, des ministères et organismes gouvernementaux assurant leur mission en déléguant des activités à un réseau de partenaires et de professionnels. Des entreprises de services dotées d'un réseau de points de service franchisés ou non, des compagnies d'assurance s'appuyant sur un réseau de courtiers, agents et prestataires agréés, ou des établissements bancaires dotés d'agences implantées sur le territoire. Notre démarche d'analyse se découpe en deux volets. Le diagnostic de la performance de l'écosystème d'affaires, suivi de la bonification de la contribution de l'organisation. Le premier consiste à analyser les parcours clients et contributeurs dans le but d'identifier les besoins peu ou pas comblés, de même que les expériences clients jugées insatisfaisantes. Le deuxième réside dans la révision de l'offre de produits et services de l'organisation afin de suppléer les insuffisances de l'écosystème d'affaires, tout en identifiant des stratégies de transformation permettant d'améliorer la prestation de services et de rehausser l'expérience client. En somme, cette démarche a non seulement pour objectif de régler des problématiques observées à l'interne comme à l'externe, mais également d'identifier des opportunités permettant de se différencier sur le marché. Passons au premier volet de la démarche qui consiste à effectuer le diagnostic de la performance de l'écosystème d'affaires qui, je le rappelle, est constitué de l'ensemble des organisations qui contribuent à la livraison des produits et services pour les besoins d'un parcours client spécifique. Ce diagnostic s'effectue par l'analyse des parcours clients tout d'abord, puis par celle des parcours contributeurs ensuite. La première étape de l'analyse consiste à recenser les parcours clients. Ce recensement s'appuie sur une segmentation des clientèles, établie selon des caractéristiques influant sur les types de besoins à combler, de même que sur les préférences en matière d'expérience client. Afin de faciliter cette segmentation, on peut utiliser des personas, qui sont des personnages imaginaires qui incarnent un groupe de clients comportant des particularités similaires ou ayant des attentes identiques. Pour chacun des parcours recensés, chacune des activités suivantes doit être réalisée. Tout d'abord, identifier toutes les étapes du parcours client, de même que les besoins inhérents à chacune des étapes. Puis, identifier pour chacun des besoins les produits et services requis et disponibles sur le marché, de même que les types d'organisations qui les offrent. Enfin, évaluer la performance de la prestation de service en mesurant l'écart entre le besoin et les produits et services offerts, de même que la qualité de l'expérience client perçue lors des interactions avec les organisations. Alors, qu'englobe la notion d'expérience client? Les critères de performance que l'on peut retenir dans ce cadre sont, d'une part, la simplicité des démarches du client. On peut la mesurer par le nombre d'interventions requises dans l'obtention du produit ou service. La multiplicité des portes d'entrée, sans que le continuum de prestations ne soit assuré par l'organisation. Le niveau d'accompagnement apporté par les agents du service à la clientèle,
ou l'ergonomie et la convivialité des applications web proposées. D'autre part, les délais de service, liés à l'accessibilité lorsqu'il s'agit de parler à un conseiller compétent, ou encore les délais d'obtention des produits et services proposés. D'autre part, la qualité des produits et services proposés. Plusieurs critères permettent de mesurer la qualité des produits et services. La courtoisie, la serviabilité, l'empathie des agents du service à la clientèle. La conformité aux lois, règlements, normes et règles d'affaires de l'organisation. L'exactitude des informations fournies. L'équité. La fiabilité des produits et services. Pour finir, autre critère, le coût. Constitué du coût facturé ou du coût de revient, mais également des coûts indirects pour le client. Coût de transport, temps perdu, etc. Plus concrètement, prenons un exemple de mesure de la performance de la prestation dans le cas d'achat par un client d'un bain thérapeutique. Le client, dans un premier temps, souhaite obtenir de l'information sur les différents produits qui peuvent lui être proposés, leurs avantages et inconvénients. L'interaction peut s'effectuer par le web, par téléphone ou en personne dans la salle de démonstration. Il s'agit dans ce cas de mesurer la qualité de la prise en charge et l'accès combiné à de multiples modes d'interaction. L'exactitude et l'exhaustivité de l'information fournie, le niveau d'immersion proposé dans le cadre de la découverte des produits. De même, la facilité et le délai d'obtention, de même que la clarté de l'information fournie, peuvent être mesurés dans le cadre d'une demande de soumission conforme aux besoins énoncés par le client. Une fois l'analyse du parcours client réalisée, nous pouvons engager l'analyse des parcours contributeurs de premier niveau tels qu'identifiés. Il n'est pas toujours nécessaire d'étudier tous les parcours contributeurs, car certains d'entre eux peuvent ne représenter que peu d'intérêt, car trop éloignés du domaine d'activité de notre organisation. Il est également possible que notre organisation soit identifiée parmi les contributeurs recensés. Nous effectuerons l'analyse du parcours correspondant dans le volet 2 de la démarche relatif à la bonification de la contribution de l'organisation dans l'écosystème d'affaires. L'analyse des parcours contributeurs s'effectue selon la même méthodologie que celle utilisée pour les parcours clients, soit l'identification de toutes les étapes empruntées par un contributeur et ses besoins afin d'assurer la prestation de service, le recensement des produits et services offerts en soutien par d'autres contributeurs pour chaque besoin du parcours, puis l'évaluation de la performance de la prestation de service par l'analyse des écarts entre l'offre et les besoins, de même que la qualité de l'expérience des contributeurs en termes de simplicité, de délai de service, de qualité des produits et services offerts et de coût. Par exemple, prenons le cas de l'institution financière qui propose un financement à un client qui veut acquérir une propriété. Cette institution doit, dans un premier temps, évaluer le risque associé au financement. Pour ce faire, l'établissement bancaire doit procéder à une évaluation marchande de la propriété, qu'elle peut réaliser par elle-même ou pour laquelle elle peut mandater un évaluateur agréé. D'autre part, elle peut acquérir les services d'un conseiller en environnement, afin qu'il réalise une étude environnementale si un risque de présence de polluants est détecté. Dans ce cadre, l'évaluation consiste à mesurer les délais de service, de même que la qualité des évaluations produites, compte tenu d'éventuelles difficultés d'obtention et de compilation de certaines informations relatives à la propriété et à la présence de contraintes naturelles. Autre exemple, notre détaillant de bains à remous, de bains thérapeutiques, qui reçoit un client potentiel en salle de démonstration, doit évaluer ses besoins, présenter les produits et répondre aux questions qui lui sont posées. Pour ce faire, le soutien du manufacturier peut être requis sous la forme d'une aide à l'aménagement de la salle de démonstration, par exemple, d'une formation adaptée des vendeurs et d'un soutien de deuxième niveau pour les questions plus complexes. L'évaluation de la performance va donc consister à mesurer 1. La bonne adéquation et la qualité des services offerts, 2. Le niveau d'accessibilité des experts en cas de besoin,
De même que 3. La convivialité des outils d'élaboration des devis. En résumé, l'analyse des parcours clients et contributeurs a permis de reconstituer l'écosystème d'affaires, de recenser l'ensemble des besoins des clients finaux et des contributeurs, et d'identifier les écarts entre ces besoins et les produits et services disponibles tout en mesurant la qualité de l'expérience vécue. Ainsi, la cartographie des contributions facilite l'identification des forces, faiblesses et insuffisances de l'écosystème d'affaires vis-à-vis des clientèles. De même, elle clarifie le positionnement de l'organisation et facilite le recensement des processus d'affaires impliqués. Pour précision, les notions de parcours et de processus d'affaires sont très semblables. Sinon que le parcours s'applique aux clientèles et contributeurs, alors que le processus d'affaires s'applique à l'organisation elle-même. L'étape suivante pour l'organisation consiste à déterminer les mesures pour bonifier son offre actuelle de produits et services auprès des clientèles et pour renforcer son soutien auprès des autres contributeurs de l'écosystème d'affaires. Le tout en définissant les transformations requises afin d'assurer une prestation de service performante. Pour ce faire, il est important de distinguer les dimensions organisationnelles suivantes. L'offre de produits et services d'abord. Le fonctionnement prenant en charge les opérations. L'organisation administrative. Les ressources humaines, informationnelles, matérielles, financières. Le fait de découper l'organisation en dimensions permet une meilleure compréhension de la dynamique opérationnelle, facilitant ainsi la lecture de la situation actuelle, tout en assurant une gestion en contrôle de la future dynamique de transformation. La dynamique opérationnelle se traduit comme suit. La dimension ressources, qui a pour fonction d'assurer la dotation et la gestion de toutes les ressources en qualité et en quantité suffisante. De même que d'assurer l'entretien et l'évolution des solutions technologiques. La dimension organisation, dans laquelle les ressources font l'objet d'une affectation et d'une gouvernance selon un découpage fonctionnel et administratif dans le but d'en optimiser l'utilisation. La dimension fonctionnement, qui assure la livraison des produits et services tout en gérant les interactions avec les clientèles et partenaires, les assignations des activités aux ressources affectées, de même que les risques opérationnels associés. Pour précision, la gestion des risques opérationnels constitue un domaine d'importance, notamment pour les organisations gouvernementales et les compagnies d'assurance. Elle a pour objet la vérification de la conformité de la prestation de services tout en minimisant les contrôles a priori, et la régulation afin de s'assurer du respect des normes, lois et règlements. Enfin, pour finir, la dimension offre de produits et services, qui a pour fonction la mise en marché et la commercialisation des produits et services. La dynamique de transformation, quant à elle, se traduit comme suit. Bonification de l'offre de produits et services et révision des ententes avec les partenaires au sein de la dimension offre de produits et services. Ajustement des modes d'interaction, allègement des processus de prestation de services, optimisation de la charge de travail et révision de l'analyse des risques opérationnels et du plan de surveillance dans le cadre de la dimension fonctionnement. Restructuration organisationnelle, ajustement du cadre de gestion, révision des modes d'affectation des ressources au niveau de la dimension organisation. Et enfin, révision des plans de capacité et mise en œuvre de nouvelles solutions technologiques pour ce qui concerne la dimension ressources. Alors, comment réaliser le diagnostic organisationnel ? La première source d'information pertinente réside dans les résultats de l'analyse de performance de l'écosystème, constituée des besoins suffisamment comblés et des expériences clients contributeurs jugées insatisfaisantes. Ces intrants nous apportent un éclairage d'intérêt sur la performance perçue de l'organisation et peuvent concerner tout ou partie des dimensions organisationnelles telles que mentionnées. Ainsi, le diagnostic consiste à identifier les causes des résultats insuffisants observés et à définir les stratégies de transformation pertinentes.
Le recensement des problématiques internes peut s'effectuer selon deux axes complémentaires. L'axe d'analyse, qui peut être général ou par étape des processus d'affaires recensés, et l'axe composé des dimensions organisationnelles concernées. Cette méthode de collecte multidimensionnelle facilite l'identification des liens de cause à effet entre constats et la recherche de solutions curatives. Par exemple, des besoins clients ou contributeurs, peu ou pas comblés, peuvent dans la dimension offre de produits et services mettre en évidence un soutien insuffisant auprès de contributeurs ou de services manquants auprès des clientèles elles-mêmes. De même, une expérience jugée insatisfaisante peut être causée dans la dimension fonctionnement par de multiples interruptions dans le processus de prestation de service ou par des modes d'interaction, web, téléphone, personne à personne, chat, etc., inadéquats ou non combinés. Dans la dimension organisation, par une planification des effectifs inadaptée, occasionnant des difficultés pour joindre un agent compétent, et des délais de traitement élevés, ou par une gouvernance imputable que partiellement des résultats attendus. Enfin, dans la dimension ressources, par une insuffisance du nombre d'agents formés, un dysfonctionnement des outils informatiques, ou par un mauvais climat de travail. L'identification des stratégies pertinentes afin de pallier les problématiques observées est réalisée par dimension. De plus, elle nécessite de tenir compte des objectifs des clientèles, des partenaires, de l'organisation et des employés, car la réussite de la transformation organisationnelle repose sur la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes. En bref, les objectifs recherchés résident dans une offre de produits et services complémentaire à celle proposée par les autres contributeurs et en parfaite adéquation avec les besoins des clientèles. Une prestation de service efficace et efficiente, une organisation gérant au mieux la capacité organisationnelle avec une gouvernance axée sur les résultats, des ressources correctement dimensionnées et adaptées, et enfin des employés satisfaits. Plus spécifiquement, dans le cadre de la dimension offre de produits et services, les clientèles souhaitent l'obtention de la bonne information, du bon service, offert au bon moment, dans le but d'optimiser leur parcours. Les contributeurs, un soutien adapté dans le type d'interaction qu'ils engagent avec leur propre clientèle. L'organisation, un scénario optimisé de relations entre les clients, les contributeurs et elles-mêmes, ainsi qu'une utilisation optimale de leur offre de service. Les employés, l'aspect valorisant des services proposés. Dans le cadre de la dimension fonctionnement, les clientèles et partenaires visent des modes de prestation qui soient efficaces, adaptés au type de clientèle et de services offerts. L'organisation, une prestation en direct, facteur d'efficacité et d'efficience, un allègement des processus selon les risques encourus, de même qu'un encadrement des partenaires. Enfin, les employés, un service complet, rendu dans les meilleurs délais, gage de satisfaction des clientèles avec lesquelles ils interagissent. Dans le cadre de la dimension organisation, les clientèles et partenaires sollicitent des niveaux de service prévisibles et garantis. L'organisation, une utilisation optimale des ressources et des compétences, selon l'achalandage, de même qu'une gestion en contrôle. Les employés, une bonne adéquation entre leurs tâches et leurs profils, une flexibilité horaire, une variété des tâches, une charge de travail planifiée et équilibrée, de même qu'un parcours professionnel qui soit évolutif. Dans le cadre de la dimension ressources, les clientèles et partenaires recherchent la qualité des produits livrés et services rendus, de même qu'une expérience plaisante. L'organisation, le bon dimensionnement des ressources en fonction des besoins de la prestation, de même que la rétention et l'implication du personnel. Enfin, les employés, une formation et un accompagnement adapté aux exigences de l'activité, de bonnes conditions de travail, des outils de travail adaptés.
Ainsi, à partir des intrants issus de l'analyse de performance de l'écosystème et des objectifs précédemment mentionnés, les stratégies de transformation peuvent être définies par dimension. Une bonification de l'offre de produits et services auprès des clientèles et contributeurs, de même que la conclusion de partenariats complémentaires sont envisageables. D'autre part, la transformation numérique et multimédia du fonctionnement peut permettre d'intensifier la relation avec les clientèles et contributeurs, d'automatiser le traitement des demandes, d'assigner les activités selon la compétence plutôt que la localisation, et d'accentuer la collaboration avec les partenaires. À cet égard, la mise en œuvre d'une gestion des risques opérationnels peut engager une réduction des contrôles a priori, souvent pénalisants pour un traitement au premier contact, de même qu'assurer une efficacité accrue de la surveillance avec des moyens restreints et une réduction substantielle des coûts d'opération. Du côté de l'organisation, la recherche d'une mobilisation optimale des ressources peut justifier la concentration de fonctions organisationnelles, indépendant de la structure administrative, et une allocation dynamique des ressources selon les besoins. De plus, une restructuration des points de service sur le territoire peut s'avérer nécessaire afin de soutenir adéquatement la transformation numérique, de même que la mise en commun de ressources. Enfin, le recours à l'externalisation de certains processus peut permettre à l'organisation de se concentrer sur son cœur de métier. Pour finir, la dimension ressources peut requérir une planification intégrée des ressources. La conception de solutions en technologie de l'information qui soient orientées sur le client. De même qu'un contrôle du rapport coût-bénéfice des différentes initiatives en continu. Ainsi, les stratégies de transformation définies pour chacune des dimensions doivent répondre aux problématiques et objectifs identifiés et également se soutenir les unes les autres afin d'assurer la cohérence du plan stratégique. En résumé, l'analyse de performance de l'écosystème d'affaires permet de recenser les besoins insuffisamment dotés et les expériences clients et contributeurs jugées insatisfaisantes. Ces constats constituent des intrants d'intérêt afin d'identifier les problématiques et opportunités dans le cadre du diagnostic organisationnel. La transformation organisationnelle se définit donc par l'énoncé de stratégies d'affaires visant l'offre de produits et services, le fonctionnement, l'organisation et les ressources. Les prochaines étapes du programme de formation portent sur la conception des solutions d'affaires de l'organisation modernisée, de même que sur la planification de cette transformation. Plus spécifiquement, nous vous proposons d'aborder les thèmes suivants. Pour l'étape de conception, l'architecture affaires et ressources, les bonnes pratiques en matière de gestion de la relation client, la gestion des risques opérationnels incluant l'analyse de risques opérationnels et la définition d'un plan de surveillance composé de mesures de mitigation en matière de prévention, de détection, de vérification et de correction des anomalies. La gestion de l'externalisation sous la forme de sous-traitance, d'impartition ou de partage de services. La gestion de la performance visant l'élaboration d'une carte stratégique, d'un modèle de performance, de tableaux de bord et des processus de gestion de la performance associés. Pour l'étape de planification, gestion de la transition organisationnelle. Voilà, j'espère que votre expérience de formation a été instructive et plaisante. Je vous remercie de votre attention et j'espère à très bientôt. Si vous souhaitez obtenir de l'information additionnelle sur les thèmes abordés aujourd'hui ou sur le contenu des modules complémentaires du programme, nous vous proposons des formations selon les modalités suivantes. Tout d'abord, en personne et en version générique, destinée aux employés, gestionnaires, futurs formateurs, pour les besoins de leur mission ou dans le cadre d'un projet de transformation organisationnelle. En mode conseil, sous la forme d'une rencontre exploratoire, afin d'identifier les enjeux organisationnels et de personnaliser la formation, suivi d'ateliers permettant aux participants de s'approprier les contenus et de les mettre en contexte de leurs besoins. Et enfin, pour finir, en ligne, selon deux formules différentes, auto-formation via nos capsules vidéo ou formation à distance interactive avec un formateur.